Merci à Interphone d'être partenaire de cette 3e saison du podcast des entrepreneurs inspirants. Interphone, l'opérateur télécom 100% dédié aux entreprises. Le jour où je l'ai appelé en lui disant « Papa, c'est fini, la banque, je vais travailler comme économe dans une école ». Et je vois sa réaction, il était désemparé. Il se dit « Mais c'est pas possible, mon fils, avec son diplôme, les 7-8 ans qu'il vient de faire, il va partir ». C'était vraiment un choix de valeur et de ce à quoi je voulais que ma vie ressemble. Ça, c'était important. Bonjour et bienvenue sur le podcast des entrepreneurs inspirants. Chaque épisode vous offre un aperçu de l'histoire d'un ou d'une entrepreneur qui éclaire et inspire à travers sa vision et son parcours. Aujourd'hui, c'est un véritable plaisir d'accueillir Benoît Leplay, fondateur d'Équilibre. Je suis Geoffroy Josquin et je suis impatient de vous faire découvrir cette histoire inspirante. Bonjour Benoît, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Geoffroy, je vais très bien, merci. Je suis très content d'être là. Merci pour l'invitation. Pour commencer, pourrais-tu partager avec nous un peu de toi-même et de ton parcours jusqu'à aujourd'hui ? Je suis sorti des études de gestion. J'ai fait ingénieur de gestion. Je suis sorti en 2012. J'ai suivi la voie traditionnelle pendant 7-8 ans. D'abord cabinet de consultance, ensuite société commerciale. Et mon dernier emploi dans le privé, je travaillais dans une banque. Ça me dit quelque chose. Ouais, je sais que tu as aussi... on a cette similitude-là aussi. Et en fait, pendant toutes ces années-là, j'ai eu beaucoup d'idées d'entrepreneuriat. Voilà, notamment avec mon frère, on a toujours bien réfléchi ensemble. Je ne me suis jamais lancé, soit parce que pas le courage, ou pas les bons contacts, ou simplement l'idée qui était nulle. Et en fait, le gros déclic pour moi et le passage vers l'entrepreneuriat, c'est l'arrivée de ma première fille, en 2019, où là, je me suis vraiment pris une gifle de sens de ce que je faisais au quotidien, que je ne retrouvais pas, notamment à la banque. Et donc, ne sachant pas exactement ce que j'allais faire ou lancer, je me suis dirigé vers les écoles. J'ai beaucoup de membres de ma famille, surtout de ma belle famille, qui sont dans les écoles. Et pour concilier ta vie privée et ta vie professionnelle, il y a quand même pas mieux que les écoles, au niveau horaire, etc. Donc, je me suis retrouvé économe, comptable, dans une école secondaire. Et en fait, c'est en mangeant mes tartines à la cantine, à midi, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'en 2000, à l'époque 2020, on serve encore des repas pareils à des enfants, à des jeunes. Il y a vraiment quelque chose à faire. Donc voilà, l'idée est née là. Quand tu dis pareil, ça veut dire industriel Ouais, industriel, du surgelé, aucune variété, du surgelé. Donc on n'est pas sur du frais, on est sur des produits qui sont pas des produits de saison. Enfin voilà, tout c'est... En Belgique, l'enfant qui mange à la cantine, forcément, il y a de grandes chances qu'au soir, ce soit le repas tartine traditionnel. Et donc, c'est le seul repas chaud qu'il a de la journée. Est-ce que tu peux nous emmener à travers les moments clés de ton aventure entrepreneuriale depuis la création d'Équilibre jusqu'à aujourd'hui ? Première date, c'est l'arrivée du Covid, où en fait, après coup, c'est génial de dire comme quoi il y a une opportunité dans chaque gros problème. Je voulais changer la qualité des repas. Le Covid arrive et donc il y a des centaines de traiteurs qui du jour au lendemain peuvent plus travailler, peuvent plus faire leur banquet, peuvent plus servir les gens à leur domicile. Et je me dis, est-ce que là on n'a pas la solution ? On a les deux acteurs, on a les écoles, on a les traiteurs. Qu'est-ce qui fait que ces acteurs-là ne travaillent pas ensemble ou très peu ? Donc ça, on est toujours au stade de l'idée. Ensuite, septembre 2021, là on commence à servir des repas. Donc à l'époque, je suis encore à temps plein employé. On commence avec un traiteur, on sert une quinzaine d'écoles. Et donc là, en fait, rapidement, je me rends compte que je dois alléger mon temps de travail comme employé. Donc je passe à mi-temps pendant 2 ans. La première année se passe. Deuxième année scolaire, on passe à 60 écoles avec 5 ou 6 traiteurs partenaires. Donc juin dernier, j'arrête mon mi-temps, je passe à temps plein sur Équilibre. Entre-temps, on est déjà 2 personnes, 2,5 à travailler sur le projet. Et puis septembre dernier, la dernière rentrée scolaire, là on explose, on sert 130 écoles avec à l'époque une dizaine de traiteurs. Aujourd'hui, on a 16-17 traiteurs partenaires en Wallonie. Et voilà, et on sert aujourd'hui 5000 repas tous les jours dans les écoles de Wallonie. Donc
Voilà, les étapes clés, il y en a eu tellement. Il y a des partenaires très importants. Mais voilà, si je dois retenir quelques dates, c'est évidemment chaque fois la nouvelle année scolaire. Y a-t-il une personne ou un événement spécifique qui a influencé ta décision de devenir entrepreneur? C'est l'arrivée de ma première fille. Ça, c'est clair et net. C'est vraiment... Je sentais cette envie depuis toujours d'être mon propre chef, d'être indépendant, d'avoir ce côté liberté aussi et responsabilité en même temps. Hein. Les deux vont ensemble. Et j'ai jamais osé le faire. J'ai jamais osé aller au bout de ce que je sentais. Et puis l'arrivée de ma fille m'a fait réaliser que, ok, il y a plein d'autres choses dans la vie. On n'en a qu'une surtout. Et je me lance, je fonce. Et voilà, quand elle est arrivée, vraiment, ça m'a donné des ailes, quoi. Je me suis dit, ok, arrête de réfléchir, tu fonces. Et je disais à mon épouse à l'époque, je lui disais, maintenant j'y vais. Et même si ça va pas, ben, je retrouverai. Hein, je retrouverai. C'était vraiment la dynamique dans laquelle j'étais, c'est de se dire, mais en fait, quel risque je prends? J'essaye. Si ça fonctionne pas, je retrouverai du boulot. En plus, tu étais encore jeune à l'époque. C'est ça, il y avait vraiment juste des freins mentaux, en fait, hein, qui ont fait... Après, j'ai pris plein de bonnes expériences aussi dans le privé pendant 7-8 ans. Hein. Tout n'est pas acheté, loin de là. Puis j'étais trop jeune aussi, je pense, en sortant des études. Je suis toujours impressionné par les jeunes qui sortent des études, qui lancent leur truc directement. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Ça m'impressionne beaucoup. Je me dis, mais ils sont vraiment courageux, ils n'ont pas peur, quoi. Ils y vont. C'est vraiment... Pourtant, ils sont pas bien loin de moi. Hein. J'ai 10 ans de plus. Mais je trouve qu'il y en a vraiment de plus en plus. Ou à la limite, même pendant les études, ils lancent déjà leur début de projet d'activité. Et puis, en fait, ils sont indépendants dès le début, je trouve ça. J'aurais pas eu le courage de faire ça, moi. Et le passage par le salariat, justement, ça, c'est un bon sujet. Donc, c'est une question de mindset, comme tu dis, de dire est-ce que j'ose, ou est-ce que ça t'a quand même apporté au niveau compétences des choses qui font que ça t'a... Quand tu as démarré, tu n'as pas démarré de rien, justement, tu étais déjà... Ça m'a apporté beaucoup. En fait, ça a apporté du bon et du moins bon, des compétences, des méthodes de travail, des outils aussi, simplement. Les études, c'est génial, mais finalement, aux études, tu apprends très peu de choses pratiques. Il n'y a que dans tes premiers boulots que tu te dis, bah, ok, tu vois, simplement Excel, tous les entrepreneurs, Excel, c'est la base. Aux études, oui, j'ai eu quelques cours, mais c'est seulement dans mes premiers boulots que tu te retrouves face à un tableau Excel, tu cherches toi-même les formules sur Google. Enfin, voilà, c'est vraiment... Et aussi, ça m'a appris les choses que je ne voulais plus du tout. Et notamment, il y avait parfois, comme dans toutes les entreprises, mais des relations hiérarchiques, des choses où parfois, dans certains boulots, ça s'est parfois passé mal avec ma hiérarchie. Et en fait, le recul que j'ai là-dessus, c'est de se dire, mais c'était pas eux le problème, c'est moi vraiment qui n'étais pas fait pour ce type de système, ce type de relation. Après coup, c'est très facile de dire, oui, en fait, depuis toujours, j'étais fait pour l'entrepreneuriat. Mais quand tu as 22 ou 23 ans, tu suis le schéma classique, voilà, les études, ingénieur de gestion, je le disais tout à l'heure, les boîtes de consultants, vraiment la voie traditionnelle. Ouais. Et comment est-ce que tu expliques, tu parles justement de la croissance d'équilibre, comment est-ce que tu expliques cette croissance-là plutôt par le bouche-oreille ou vous avez mis en place des stratégies pour l'alimenter? En lançant l'idée, je ne m'attendais pas à une croissance pareille. Ça, c'est important de le dire. Je croyais dur comme fer en mon idée, mais je n'ai jamais dit dans 3 ans, on sert 5000 repas par jour. Ça, c'était vraiment... C'est une très belle surprise et en même temps, comme tu le dis, il y a beaucoup de travail derrière. Tu sais, moi, les 14 premières écoles, j'ai appelé moi-même 200 écoles en démarchage froid, des après-midi entières, à répéter moi-même mon idée. Pareil pour les traiteurs. J'étais vraiment déterminé. Et puis, une fois que ça s'est lancé, tu le dis très bien, les écoles, voilà, elles se parlent beaucoup. Et on a de plus en plus d'écoles, forcément, vu que ça grandit, de plus en plus d'écoles qui nous contactent spontanément via notre site internet ou autre, qui nous disent ma collègue de la ville d'à côté. Donc c'est vraiment le bouche-oreille qui les deux. Un gros boulot de démarchage suivi, vraiment. On peut dire évangélisation peut-être. Carrément, oui, l'idée est là en tout cas. Ouais. Quelles ont été les réactions de tes proches lorsque tu as décidé d'emprunter la voie de l'entrepreneuriat? On est très famille dans mon entourage. Et donc, il y a vraiment eu 2 types de réactions. Déjà, au niveau de mes parents, il y a ma maman qui est très heureuse, qui a toujours
je vais dire, laisser place à ma liberté. Peu importe ce que je fais, du moment que je suis heureux, on est vraiment dans ce schéma-là. Et mon papa, évidemment, aussi, qui veut avant tout que je sois heureux, mais qui, lui, était très fier d'avoir son fils qui avait fait Solvay, enfin la FUCAM et puis Solvay, et qui travaillait dans une banque. Ça, c'était... Non, mais c'est... Voilà. Oui, mais j'ai donc, connu parce que j'ai connu un peu, j'ai connu un peu ça. Et donc, je te laisse imaginer le jour où je l'ai appelé en lui disant « Papa, c'est fini, la banque, je vais travailler comme économe dans une école. » Ça a été... Je vois encore où j'étais, hein, pour te dire, au moment de cet appel, je me vois encore lui annoncer et je vois sa réaction. Il était désemparé. Il se dit, mais c'est pas possible, mon fils, avec son diplôme, les 7-8 ans qu'il vient de faire, il va partir. Et alors tu penses à tout, hein, le matériel, j'avais une belle voiture, j'avais une situation confortable, etc. Tout ça, j'avais décidé de... Bon, on a un salaire correct dans les écoles, mais les voitures, tout ça, tu oublies. C'était vraiment un choix de valeur et de ce à quoi je voulais que ma vie ressemble. Ça, c'était important. Donc voilà, tu vois, j'ai vraiment eu ce contraste. Après, ils me connaissent tous très bien. Ils savent que quand une décision est prise chez moi, en général... Ils ne vont pas te faire changer d'avis. Et donc, ils l'ont accepté, mon papa aussi. Et alors, pour la petite histoire, ce qui est quand même très, très marrant et très chouette, c'est que mon papa, c'est la première personne à avoir travaillé avec moi sur Équilibre. Ah oui. Donc, tu vois, l'histoire est belle. Finalement, sur le coup, il s'est dit c'est pas possible, et 1 an plus tard, ça a été la première personne à travailler avec moi, et il m'a beaucoup aidé, et il m'aide encore toujours aujourd'hui au quotidien et à faire croître Équilibre. Comme on l'a compris, ton parcours il est quand même assez court pour l'instant, mais si tu as l'occasion de revisiter une partie ou quelque chose dans ce parcours-là, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que je changerais? Ou pas, hein, tu peux te dire. Non, c'est une très bonne question. Il y a plein de choses que je changerais. Il y a plein de choses que je fais plus comme je le faisais au début. Mais à côté de ça, l'avoir fait m'a permis à chaque fois d'apprendre finalement et de se dire, tu vois par exemple dans la recherche de partenaires, de traiteurs ou même d'écoles, j'avais tendance à y aller à 300 à l'heure. Et moi, je suis un impatient de nature. Ça, j'apprends. Donc aujourd'hui, je le vois, vu que c'est l'équipe qui gère aussi toute une série de choses et plus moi. Je vois que leur patience et le fait de ne pas être le fondateur qui porte tout seul sur ses épaules, cette patience-là fonctionne bien mieux peut-être que mon impatience du début. Mais c'est là où je dis on apprend et en même temps ça a servi, c'est que cette impatience du début, cette détermination que j'avais, c'est aussi une des raisons du succès, succès. C'est se dire mais si j'avais pas mis les bouchées doubles à ce moment-là, on n'en serait pas là, c'est sûr. Quelles ont été les sources d'inspiration majeures pour toi en tant qu'entrepreneur, qu'il s'agisse de lecture, de mentors et d'expériences vécues? L'inspiration, je la trouve vraiment partout. Alors évidemment, il y a les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Ça, c'est quelque chose où j'adore suivre des gens. Alors, il y a quelques entrepreneurs proches. Je pense notamment à Grégory Bastians, on est de la même région initiale, du côté d'Anguien. Il a lancé une activité qui fonctionne très bien aussi dans les écoles. Et voilà, via famille, je disais, on est très famille. J'ai pu le rencontrer plusieurs fois, l'appeler. Il était très disponible et il m'a beaucoup aidé au lancement. Les livres, tu parlais des livres, j'adore lire. Malheureusement, pas autant que je voudrais. J'ai au moins 10 livres sur ma table de nuit qui n'attendent que ça. Mais il paraît qu'on lit, on fait déjà partie. Le fait de lire simplement, tu fais déjà partie d'un très petit pourcentage de la population. Hein. C'est vrai? 1 à 3% de gens qui lisent des livres. Hein, donc oui. Quand même, mais c'est parce qu'on a des vies de fous. Hein. Ouais. On a des vies de fous et le soir à 22h, il faut quand même se botter un peu les fesses pour prendre ton livre et te dire allez, je lis quoi. Je suis passé sur le livre audio. En voiture, à beaucoup d'endroits où il y a du temps à perdre, le livre audio, les podcasts, c'est... Les podcasts, je les écoute en voiture par exemple. Mais il n'y a rien à faire, le livre est vraiment le livre physique. Ouais. Ça me plaît. Je pars jamais en vacances sans un livre, c'est obligatoire. Moi aussi, mais au bout de 3 pages, je dors. Parce que souvent, c'est le soir. Mais c'est bien. Non, mais lire m'aide à bien dormir. Oui. On parle de nos journées de fou, de la pression mentale. Même si c'est 3 pages, si tu t'endors derrière, c'est bon. Et tant qu'on parle de livres, moi j'adore lire des biographies de sportifs de haut niveau. J'adore le sport à la base.
ils ont la plupart vraiment un mental d'entrepreneur aussi. Et il y a beaucoup de choses que tu peux retrouver chez eux. Et tu parlais des réseaux. Donc moi, je fais partie du réseau Entreprendre Wallonie. Je suis lauréat, donc j'ai la chance d'être accompagné par Nicolas Marchand. Ça, c'est un accompagnement vraiment en or. Voilà, je peux tout lui demander, aussi bien pour l'activité que pour la vie d'entrepreneur. C'est pas juste équilibre, c'est comment concilier la vie globale d'un entrepreneur, chef d'entreprise avec la famille, etc. par exemple. Et alors, je fais aussi partie de l'APM, tu connais, où là, on ne va pas là pour échanger forcément sur on n'est pas là pour faire du business, par exemple, comme certains autres groupes. On se retrouve une fois par mois, 20 à 25 dirigeants. Et ça, c'est super inspirant aussi, parce que on a tous des activités différentes, mais tu te rends compte qu'on vit tous les mêmes défis, les mêmes challenges. Et puis, il y a à chaque fois un expert qui vient sur un sujet qui peut être business, pas business. Et ça, c'est chaque fois une journée qui me fait beaucoup de bien, qui m'inspire beaucoup. Ça sort un peu de la solitude de l'entrepreneur. Exactement. La solitude de l'entrepreneur, je peux t'en parler pendant des heures. Donc, quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier aujourd'hui dans ton parcours et que tu souhaites partager avec nos auditeurs? Ma plus grande fierté, c'est quand je reviens à la source de l'idée et que je me dis, waouh, 5000 enfants qui mangent tous les jours un repas sain, ça n'a pas de prix, quoi. Vraiment, c'est génial. Et je le vois, je projette ça évidemment sur mes enfants et je me dis, mais 5000 fois ça, 5000 fois un enfant comme ça qui mange un repas sain, qui a son apport en tout pour la journée, voilà, ça, j'avoue que je suis très fier de ça. Un petit point par rapport à la concurrence. Est-ce que tu as une concurrence directe ou est-ce plutôt une concurrence indirecte, c'est-à-dire ce qui existait avant Équilibre? Non, dans les termes que tu cites, c'est plus une concurrence indirecte. Voilà, c'est un marché qui existe depuis toujours, depuis qu'il y a les écoles. Et c'est là où Équilibre vient clairement tout bouleverser, tout chambouler. Parce que les acteurs qui sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui travaillent toujours de la même manière, nous, on arrive avec un concept qui est totalement différent, avec des acteurs différents. Et puis, comme je te le disais un peu plus tôt, servir des repas chauds, c'est un secteur où les marges sont petites. On ne peut pas demander 10 € pour un repas aux parents. Finalement, les plus grosses sociétés, aujourd'hui, ça ne les intéresse plus trop. Il n'y a pas de... En tout cas, pas de vente du sein à petit prix. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'intéresse plus trop. Et donc, il y a une concurrence, mais dont aujourd'hui on ne souffre pas trop. On a des concurrents sur les marchés publics, on voit bien, on n'est pas les seuls à remettre des offres. C'est pas non plus la voie royale. Mais puis il y a de la place pour plusieurs. Il y a 1700 écoles en Wallonie, donc, rien qu'en Wallonie. Donc il y a de la place. Face aux inévitables défis de l'entrepreneuriat, quel a été ton plus grand obstacle et comment l'as-tu transformé en opportunité? C'est vraiment de concilier la vie d'entrepreneur avec ma vie familiale. Ça, c'est un challenge au quotidien. Il y a plein d'obstacles dans l'activité business d'Équilibre. Mais moi, mon plus gros défi personnel, c'est ce challenge-là parce que j'ai fait des choix il y a 4 ans pour avoir du temps avec mes enfants à la maison. Et la vie d'entrepreneur, t'as pas de temps. Tu es constamment sollicité. Alors avec les réseaux, les smartphones, si on veut, c'est de 6h à 23h. C'est du non-stop. Donc ça, c'est le plus gros challenge. Je me remets en question, je mets des solutions en place qui tiennent la route. Mais à chaque fois, tu retombes dans la vie complètement folle de l'entrepreneur. Et donc, c'est un défi permanent. Et ça, j'ai la chance... Comme je le disais, d'être très bien entouré. Mon épouse, elle est très solide et on arrive à le faire. J'arrive de mieux en mieux à chaque fois. Tu vois, je retombe dans la vie infernale de l'entrepreneur. Je reviens sur mes valeurs de base et à chaque fois, on avance comme ça d'un pas. Ça, pour moi, c'est le plus grand défi pour tout entrepreneur qui veut. D'ailleurs, en écoutant tes podcasts, beaucoup le disent. Moi, pendant 15 ans, j'ai plus vu mes enfants ou certains disent, moi, mes enfants, ils m'ont dit, mais en fait, je dois prendre un rendez-vous pour te voir. C'est vrai. Oui. Mais ça, c'est des choses, je comprends, tu es très vite dans ce cycle-là infernal et je me refuse de faire ça, vraiment. Ça, c'est vraiment
une valeur de base que j'ai, mais c'est un perpétuel combat contre moi-même. Ouais, c'est vraiment... C'est donc ton plus grand défi aujourd'hui. C'est mon plus grand défi, ouais. En observant le paysage entrepreneurial, on voit qu'aujourd'hui, et c'est un peu la raison d'être, un entrepreneur inspirant, il y a beaucoup d'entrepreneurs plutôt silencieux qui se cachent un peu derrière leur entreprise, alors que dans d'autres contrées, dans d'autres régions, c'est plutôt l'inverse. On connaît parfois plus l'entrepreneur que l'entreprise. Donc, quelle est ta vision par rapport à ça et comment toi, tu te positionnes Moi, je pense qu'il faut en parler. Il faut parler de nous et il faut le faire surtout comme je le fais là. Moi je te parle ici comme je parle en famille, comme je parle à mon voisin, comme je parle à mes partenaires commerciaux. Je crois que la base, c'est de rester soi-même. Et puis, on peut être fier aussi de ce qu'on fait. Je crois que c'est important en restant humble et en restant nous-mêmes, mais il n'y a aucune raison de ne pas en parler. Peu importe le projet, l'activité, le fondateur, la fondatrice, les fondateurs, c'est l'image de la société, c'est l'image de l'activité. Il y a un visage derrière équilibre. Et donc, si je ne suis pas constamment aligné quand je parle de moi sur les réseaux avec finalement le projet équilibre, ça ne peut pas le faire. Donc, et finalement, une fois que tu as cette prise de conscience-là, c'est assez simple en fait, parce que je suis moi-même quand je te parle. Je ne réfléchis pas à tiens, qu'est-ce que ça va donner si je dis ça? Est-ce que ce ne serait pas plus impactant si je dis ça? Je dis les choses comme je les vis aujourd'hui et je pense que c'est important que tous les entrepreneurs le fassent comme ça. Et c'est très inspirant. Moi, je suis beaucoup de gens sur LinkedIn qui le font comme ça, qui partagent leurs échecs. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. C'est pas que tout fonctionne. Oui, ça fonctionne, mais derrière, il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de sacrifices, il y a des échecs, il y a des déceptions, il y a des claques. Je me suis pris je sais pas combien de claques où tu te dis, bon, celle-là, je vais pas m'en remettre. Et puis le lendemain, tu te dis, si, en fait, je continue, je passe à l'étape suivante. Et justement, est-ce que la vision ou le regard que porte sur toi ton entourage élargi, là je ne parle pas de tes proches directs, a changé par rapport au succès qu'a connu Équilibre? C'est aussi une très bonne question et c'est très marrant ça par contre. Donc si tu sors du cadre familial, évidemment que ça a changé. Évidemment, si tu prends les amis, les potes, tu vois quand je lance Équilibre en soirée et tout, ou quand je croise les gens, ça va Ben, tes sandwichs, tu vois, ça va ta vente de sandwichs. Déjà on fait 10% de sandwichs, mais ça va tes sandwichs, tu vois, sur le ton de la blague. Puis via les réseaux et tout, les gens disent ça a l'air de fonctionner, t'es passé à mi-temps, c'est vrai. Ah, donc tu gagnes de l'argent, en fait, tu vois. Et puis maintenant, 3 ans plus tard, c'est tiens, Ben, si un jour tu cherches quelqu'un, tu sais, moi, voilà, c'est cool, l'équilibre, j'ai toujours trouvé ça génial, hein, tu vois. Et moi, ça me fait beaucoup rire, en fait. J'en rigole, et en fait, c'est normal. Je crois que c'est une réaction tout à fait normale. Il y a plein d'idées, il y a des bonnes idées. Tu peux pas croire dans les idées de tout le monde au début. Et puis, c'est une réaction humaine de se dire, en fait, ça fonctionne, son truc. Et si moi, je pouvais un peu joindre l'aventure... Mais ça, je garde beaucoup de recul et j'ai les pieds sur terre. Les gens qui travaillent avec moi, c'est tous des gens que je connais d'avant. Donc ça, il y a des gens qui te diraient, mais quelle erreur, fais surtout pas ça. Je suis beaucoup de conseils, mais il y a aussi des conseils que je suis pas. Parce que je sens que, par exemple, travailler avec des proches, dans mon cas, ça fonctionne très bien. Je connais les personnes avant de se dire, OK, qu'est-ce qu'elles vont faire chez Équilibre? Enfin, je fonctionne dans ce sens-là. Je ne cherche pas telle fonction, tel poste, et puis je me mets à rechercher la personne. Pour l'instant, on n'est pas 50, on est 7. Mais c'est comme ça que ça a fonctionné pour l'instant. Je vois des gens, je me dis, ça, personnalité, valeur, motivation, tout ça, on est bon. Peu importe ce qu'il va faire chez Équilibre, ça va être bien. Et pour l'instant, chacun fait vraiment un boulot incroyable. Pour aller un step plus loin, est-ce que tu as ressenti chez certains dans ton entourage de la jalousie par rapport au succès? Oui. Mais non, mais la jalousie, pour moi, c'est le plus gros défaut humain. Et il y a ça dans le boulot, mais il y a ça à l'école, les enfants, déjà tout petits, il y a de la jalousie. C'est humain, c'est triste, vraiment, moi je trouve. Moi, sincèrement, je crois que j'ai toujours su me réjouir du bonheur, du succès des autres. Voir un proche ou non proche, d'ailleurs, qui réussit, moi j'ai envie de l'applaudir, de dire chapeau, quoi. Franchement, si tu réussis, c'est certainement que t'en as sué, et donc tu ne le dois qu'à toi. Mais oui, il y a de la jalousie ou des gens qui
qui juge évidemment. Tu vois, je vais te donner un exemple très concret, tu vas rigoler. Quand j'ai rechangé de voiture. Non mais voilà, on peut parler. Donc quand je suis parti de la banque, j'avais plus rien. J'ai racheté, je ne veux pas citer les marques, mais une voiture familiale par excellence, d'occasion. Quand tu as rechangé, tu as repris plus ou moins le même modèle. Et puis maintenant, j'ai repris une autre voiture, mais tu le vois, et j'en rigole. Et avec ma femme, on rigole beaucoup de ça, parce que tu vois, en fait, c'est humain. C'est humain, et je suis pas amer par rapport à ça. Je sais juste que c'est humain, et c'est comme ça, en fait. C'est pas la peine de perdre du temps avec ça, ou d'essayer... On ne doit pas se justifier, en fait. Souvent, c'est même des gens qui ne maîtrisent pas tout ce qui se cache derrière une société. Et comment tu fais des frais, comment ci ou là, c'est toutes des choses qui... Non, c'est clair. Et comment décrirais-tu ton style de leadership et son impact sur la culture de ton entreprise? Tout ce que les 7 personnes font aujourd'hui, je l'ai fait. En fait, je gère l'équipe exactement comme moi, j'aurais voulu être géré comme j'étais salarié. Alors, c'est pas parce que moi j'aurais voulu être géré comme ça que l'équipe veut être gérée comme ça. Ça, c'est la complexité de la chose. Et on est 7, chaque personne est différente. Mais je fonctionne comme ça. Je laisse très libre les gens. Je fais très confiance. Bon, pas 4 fois. Hein. Je fais confiance une fois. Puis s'il faut corriger, on corrige 2 fois. Et comme je disais, je suis quand même impatient à la base. Donc... Je corrige pas 3 fois non plus pour la même chose, mais je laisse beaucoup de liberté, beaucoup de responsabilité, beaucoup de prise d'initiative. Moi, je demande pas mieux que mon équipe. Une fois qu'ils ont la connaissance et qu'ils ont tout, vas-y, prends des initiatives, quoi. Et si tu te trompes, je dirai jamais rien. On corrige, c'est tout, tu feras plus l'erreur. C'est vraiment comme ça que je gère. Mais c'est un apprentissage, de gérer une équipe comme ça. C'est aussi pour moi un gros challenge. Ça prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais. En fait, quand tu l'as pas fait, tu te dis l'équipe va venir, génial, je vais avoir plein de temps pour moi. En fait, non. C'est l'inverse au début, départ, tu as en tout encore cas. moins de temps parce que tu dois continuer à faire le boulot puisque tu es seulement en train de former l'équipe et tu dois leur donner beaucoup de temps. Mais on est vraiment dans une chouette dynamique. J'ai la chance d'avoir vraiment des très belles personnes dans l'équipe et voilà, on est dans une très très bonne dynamique. Tu as parlé tout à l'heure de l'équilibre vie de famille, c'est ton grand défi, vie de famille, vie professionnelle. Dans ta vie privée, quels sont les hobbies ou les passions qui enrichissent ta vie? Moi, j'adore le sport. Je suis un grand fan de basket, que j'ai mis d'ailleurs entre parenthèses ici pendant 3 ans. Blessure, mais surtout trop de choses. La société, la vie de famille, c'était trop. Donc j'ai fait une croix dessus, mais ici, voilà, je suis sur le point de reprendre, tu vois, parce que c'est quelque chose qui me manque, qui fait beaucoup de bien. On parle de lire pour penser à autre chose, mais quand tu fais un sport collectif, au-delà de l'effort physique, tu as aussi cette décharge mentale où voilà, tu es juste avec les copains, tu joues à la balle, enfin c'est un peu... Là, tu arrives peut-être à déconnecter. Oui, totalement, ça fait du bien, puis c'est important de se maintenir en forme aussi. Quelles sont les valeurs fondamentales personnelles qui orientent ta démarche entrepreneuriale au quotidien? Honnêteté, équilibre, c'est une des valeurs. Tu vois, le non-équilibre, il y a beaucoup de... Ça paraît très simple, mais il y a vraiment une grosse recherche derrière le nom de ça. Équilibre qui s'écrit avec un K et 2 L, pour les personnes qui prennent recherche. Ouais, avec un K et 2 L. Oui, le nom peut-être, justement. Le nom, en fait... D'où vient le nom? Donc, vraiment, hein, c'est véridique. J'ai l'idée. Au début, je suis à la maison, voilà, dans le salon un soir et je commence à réfléchir, etc. Je me dis, bon, qu'est-ce que je veux comme nom? Il faut y aller. Là, je commence à avoir des contacts vraiment. Je me dis, OK, il faut prendre un numéro d'entreprise, il faut un nom, simplement pour mes premiers mails que j'envoie. Et je voulais un nom, ça part de là, avec les lettres du prénom de ma fille. Ah, voilà. Tu vois, tout est lié. Et donc, je tape sur Google mots avec les 4 lettres du prénom de ma fille. Et puis, rapidement, sort le mot équilibre, écrit correctement. Donc, il manquait des lettres, et puis c'est un nom commun. Et en fait, j'ai été voir dans Google Traduction, le mot équilibre bien écrit en français, dans plein de langues. Et il est sorti écrit comme ça. Alors, je ne vais pas te redire la langue, mais une langue... Ah oui, ça existe vraiment, en fait. Oui, où je l'ai légèrement déformé au final. Mais c'est parti de là. Oui. Puis, j'ai vu équilibre. Je me suis dit, mais... OK, il n'y a plus de discussion possible. Tout y est. Ma vision de base, équilibre alimentaire, l'équilibre financier pour les écoles. Tu vois, le service ne coûte rien. Pour les parents aussi. Enfin, tout ça, c'était acté. C'était sûr que... Voilà.
Ok. Mais justement, pour revenir aux valeurs, parce que c'est une petite parenthèse sur le nom, mais donc les autres valeurs alors? Donc, honnêteté, transparence et équilibre, ça c'est vraiment... Transparence, c'est celle-là que j'ai pas un peu développée. Transparence à tout niveau. On est hyper transparent avec nos écoles, avec nos traiteurs, moi-même avec l'équipe. Il y a jamais oui, on n'annonce pas tout du jour au lendemain, mais il y a parfois des grosses décisions à prendre, il y a parfois des augmentations de prix, le marché est compliqué. Hein. Je disais, c'est des petites marges. Enfin, on est passé quand même par des années, là, les indexations, la guerre en Ukraine et tout. Enfin, tu te dis, OK, on vend des repas, le maternel, c'est 3,85. On se prend une indexation pas possible. On est quand même tenu par des contrats. Et ben en fait, on a été transparent, toujours dans cet esprit de savoir comment parler aux écoles, notamment. Et en fait, je ne vais pas dire que ça s'est passé nickel. C'est des périodes qui sont compliquées, mais si je prends du recul et que je revois la situation, ben le fait d'être transparent, ça apporte vraiment beaucoup dans l'activité. Y a-t-il une citation ou une pensée qui t'inspire particulièrement dans ta vie d'entrepreneur? C'est travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Je crois que c'est la phrase qui me parle le plus et qui, j'espère, aujourd'hui me colle le mieux à la peau, quoi. Rester simple, pas se prendre au sérieux, tout peut aller très vite. C'est pas parce que tu réussis que ton truc fonctionne très bien. T'es pas le king, quoi. Tu vois, t'es pas le king. Peut-être que dans un an, ça ira moins bien. Et à l'inverse, voilà, tu peux être fier de toi, mais je préfère garder ça pour moi et l'entourage proche, quoi. Je suis très content, mais voilà, c'est pas la peine de fanfaronner et de prendre les gens de haut. Quand je dis c'est ça, ne pas se prendre au sérieux, c'est ça aussi. Ne pas prendre les gens de haut, parce que pour l'instant, tu es sur une belle vague. Peut-être que la prochaine vague, tu vas te la prendre. Donc voilà. Ouais, c'est clair. Comment envisages-tu l'évolution de ton secteur dans les prochaines années? Je change un peu ma question. Je disais souvent dans les 10 prochaines années, mais c'est difficile déjà de se projeter parfois à 1 ou 2 ans. Et la place de ton entreprise dans le secteur? On est quand même dans un secteur de niche et ce marché n'intéresse pas grand monde parce qu'il n'est pas hyper rentable. Donc, l'évolution, elle peut être très belle. Si on continue à faire bien les choses, si je prends les bonnes décisions, pour moi, on peut vraiment continuer à révolutionner les cantines. Le schéma tient la route. Il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de traiteurs. Ça se colle parfaitement avec leur activité de traiteurs du quotidien. Et les écoles sont hyper demandeuses. Et les parents aussi, par rapport à ce schéma-là aussi. Les parents, on est quand même dans une société où les 2 parents travaillent de plus en plus. Ben, c'est quand même un bonheur quand tu rentres à 18h30 et que tu sais que tes enfants ont mangé chaud à midi sainement. Ça apporte aussi de la sérénité dans les familles, quoi. Donc, bon, évidemment, c'est mon idée, donc c'est ma vision. Pour moi, il y a vraiment un très belle chose à faire. Et pour terminer, pourrais-tu partager avec nos auditeurs 3 fondamentaux de la réussite? Donc, la première, c'est la détermination. Ça, c'est... détermination personnelle, c'est dans mon caractère. Je suis un têtu de nature. Je crois vraiment qu'il n'y a pas un entrepreneur vraiment qui réussit, qui n'a pas ce trait de caractère. Tu dois être déterminé, tu dois être la personne qui croit le plus en ton projet à tout moment, en fait. Sinon, tu perds pied. 2, c'est la résilience. Ça, c'est vraiment la capacité à te prendre des gifles et à surmonter ça. Parce qu'en fait, au plus on avance, au plus c'est le cas. Sur une journée, je peux avoir 2 super nouvelles et 2 super mauvaises nouvelles. Donc c'est un constant... Les montagnes russes, hein, c'est vraiment, c'est vraiment les montagnes russes émotionnelles. Et au début, t'es pas prêt à ça. Non. Tu te prends une claque. Surtout quand tu viens comme des salariés comme toi. Ouais. Tu penses pas que c'est si dur quand même au début. Tu te dis, waouh, relations humaines aussi, les partenariats, les trucs. Voilà, donc résilience à tout prix. Et le 3e, c'est les partenariats clés. Ça, c'est fondamental. Tu peux pas tout faire tout seul. C'est impossible. Et ça rejoint le fait de s'exprimer un peu, un minimum sur les réseaux. Tu peux pas avancer seul. D'ailleurs, Julien de Frites à Papa le disait aussi, il en parlait aussi dans ton dernier podcast, c'est que
Seul, oui, tu peux faire ton petit truc dans ton coin et tu peux certainement en vivre si tu fais bien les choses. Mais si ton projet mérite de grandir et d'être à plus grande échelle, tu dois faire des partenariats forts avec des sociétés ou des personnes clés. Pour moi, vraiment, c'est ça. Détermination, résilience et partenariat clés. Je voudrais rebondir sur le premier qui est détermination, parce que c'est vrai que c'est une question que je me pose souvent, c'est quelle différence fais-tu entre détermination et obstination? Donc à partir de quand est-ce que la détermination bascule sur l'obstination et où finalement on dépense beaucoup d'énergie à fond perdu? Franchement, c'est une super question. Moi ici, ça va être très concret, pendant les 3 ans là, j'ai été déterminé. Et là maintenant que l'équipe est en place et que je dois apprendre à prendre un peu de hauteur, lâcher prise, faire confiance, si je reste si déterminé que les 3 années, là je tombe dans l'obstination. Parce que détermination, partir d'une feuille blanche comme je l'ai faite tout seul, c'est une obsession. Ça devient très rapidement une obsession. Tu ne penses plus qu'à ça. Et je crois que ça c'est nécessaire pour le lancer. Mais à un moment, tu dois sortir de ça, déléguer aux bonnes personnes, on en revient sur les partenariats clés, etc. Et te dire, ok, je peux continuer à gérer, à avoir ma vision, mais arrête de t'obstiner. À 23h, coupe ton cerveau, tu peux dormir maintenant, Benoît. Tu vois, c'est vraiment... Donc, c'est vraiment le... Puis, oui... La frontière est fine. Ouais, c'est ça. Et puis, si tu es déterminé sur une idée... et que malheureusement, c'était pas la bonne ou pas le bon moment, là, il faut pas attendre 3 ans. Les gens qui écoutent, si au bout d'1 an, ton idée, vraiment, il n'y a rien, écoute, il faut passer à autre chose, quoi. Ça, oui, je te pose la question parce qu'on voit souvent, de nouveau sur les réseaux, cette vague de gens qui disent détermination, mais je pense qu'il faut quand même aussi pondérer par le côté, il ne faut pas non plus basculer. Non. À un moment donné, il faut pouvoir se rendre compte, c'est pas... Et pour ça, il faut être entouré. Oui. Ça rejoint le réseau, des proches, parfois même des gens qui sont pas du tout dans le milieu entrepreneurial. Ils te donnent des bons retours sur ton idée, des gens de l'extérieur où tu expliques et tu as vite des retours. Il faut savoir écouter les gens, mais parfois, je l'ai dit tout à l'heure, parfois aussi ne pas les écouter. Mais en tout cas, les échanges te font mûrir ton idée et voilà. Et si tu as 4 personnes sur 5 qui te disent c'est nul, arrête de t'obstiner alors. Tu vois. Bien, un grand merci Benoît pour ce partage. Chers auditeurs, nous vous remercions de nous avoir accordé votre temps. On se donne rendez-vous prochainement pour d'autres rencontres et d'autres doses d'inspiration. À très bientôt. Merci Benoît. Merci à toi. À bientôt.